Merci de nous recevoir chez vous avec ce plateau spécial dédié à l'économie du Bénin. D'entrée, avec deux questions majeures. Comment va justement l'économie béninoise et quelles sont les chances de succès du programme d'action gouvernementale censé transformer le Bénin en un véritable dragon ouest africain? Deux questions majeures auxquelles nous invitons le ministre de l'économie et des finances à venir répondre sur ce plateau spécialement dédié. Et c'est avec mes deux confrères Christian Adandéjan de Canal 3 et Yona Afangbeji du journal public La Nation que nous allons essayer d'amener Romuald Wadagne à répondre aux complaintes de sinistrose de quelques agents économiques du Bénin, de malaise et donc d'attente sociale de la part des citoyens, des complaintes qui montent dans les rangs de ces différentes catégories de citoyens. Mais nous allons aussi essayer d'interroger la pertinence de la stratégie de relance entreprise par le ministre de l'économie et des finances et examiner ses impacts, les impacts de ces stratégies après un an d'exercice. On ne fera forcément pas l'impasse sur un certain nombre de questions qui fâchent. Le PVI, le programme de vérification des importations relancé, le reproche fait au gouvernement de privilégier des entreprises du groupe Talon, la pression fiscale et puis la situation des ACE, les agents contractuels de l'État, pour n'évoquer que quelques sujets à polémique. Monsieur le ministre, merci à l'homme pressé que vous êtes d'accepter de poser enfin vos valises pour répondre à nos sollicitations. Elles étaient pressantes depuis bien longtemps, vous l'imaginez, depuis le lancement du programme d'action gouvernementale. On était tous curieux, toute la presse, pour vous entendre sur les stratégies que vous comptez mettre en œuvre pour donner des chances de succès à cet ambitieux programme d'action gouvernementale. Les citoyens aussi attendent beaucoup de vous. J'ai cité quelques attentes. La première question qui vous sera posée va venir de Yona Afangbeji. Yona. Beaucoup de vos compatriotes se plaignent de ce que ça ne va pas dans le pays, l'argent ne circule pas. En tant que ministre de l'économie et des finances, vous avez quand même une situation assez globale de l'état du pays, du point de vue économique et financier. J'ai envie de vous demander, comme l'a dit Osias tout à l'heure, comment va le Bénin? Merci, chers amis journalistes. Bonsoir aux téléspectateurs. Mais le Bénin va mieux, beaucoup mieux qu'à la même époque l'année passée. Le Bénin ira de mieux en mieux et le Bénin fait mieux que ses pays voisins ou certains pays d'Afrique qui connaissent une crise économique d'ampleur similaire. Effectivement, il y a la réalité, il y a la perception. Vous venez d'évoquer dans votre question la perception qu'une certaine catégorie de la population a, qui est de dire que l'argent ne circule pas, donc ça ne va pas. Je suis conscient que mes frères et sœurs de Kobli, de Glazoué ou même de Togben à côté souffrent de ne pas disposer d'eau potable. Je suis conscient qu'aujourd'hui, des Béninois meurent encore du défaut de soins de base. Nous sommes conscients de tout ça et nous sommes également conscients de l'impatience de la population de voir certaines réalisations. Pour ce qui est de l'argent qui circule, je voudrais bien, si vous avez des exemples, dites-moi quel type d'argent circulait qui ne circule pas. Des chiffres, puisque c'est votre univers. Voilà, nous n'allons pas assommer, vous savez que je suis un homme de chiffres, assommer nos téléspectateurs de chiffres, mais sur des faits concrets, vous allez pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que le Bénin va mieux cette année, à la même époque cette année. Il y a plusieurs manières d'aborder ça, mais je voudrais juste me baser sur des informations issues d'une institution internationale qui est indépendante, reconnue comme telle par tout le monde, qui est le Fonds monétaire international. Pour vous dire que, à la même époque, l'année passée, quand nous sommes arrivés, le Fonds monétaire international est arrivé à Cotonou, a fait une mission. Et à l'issue de cette mission, il y a une conférence de presse qui a été donnée. On ne reviendra pas là-dessus, mais les conclusions sont claires. La situation économique du Bénin était critique. La situation de trésorerie était désastreuse. Ce n'est pas Wadagne qui le dit, c'est le Fonds monétaire international. Un an plus tard, alors que depuis 2013, nous n'avions plus de programme avec le Fonds monétaire international, nous avons signé, nous venons de signer, exactement le 7 avril passé, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé un nouveau programme de 3 ans pour le Bénin. Et dans les conclusions du rapport du Fonds monétaire international, les efforts importants réalisés en si peu de temps pour l'assainissement des finances publiques et pour le redressement de notre économie ont été salués. Alors, quand vous réussissez à rentrer dans le programme
Ça, c'est un fait qui est là. Lisez juste ce que dit donc, une source indépendante sur l'état de notre économie il y a un an et maintenant, et vous comprendrez que ça va mieux. Maintenant, ça ira de mieux en mieux. Pourquoi? Ça ira de mieux en mieux parce que notre stratégie, dans un premier temps, a été de dire, pour faire des changements durables, pour bâtir une économie diversifiée, dont les fruits apportent de la prospérité à l'ensemble de la population, il faut dans un premier temps faire du nettoyage. Il faut assainir. Assainir, ça veut dire qu'il faut faire des réformes qui vont gêner des intérêts, couper justement l'argent facile qui circule et permettre à la population d'avoir le bénéfice de la dépense publique. Une meilleure efficacité de chaque franc public qui est dépensé. Et donc, c'est cette logique qui a gouverné l'ensemble des réformes que nous avons fait jusque-là. Assainir, mettre en place de nouvelles manières de travailler, se dégager des marges de manœuvre budgétaires pour pouvoir tenir en période de crise. Vous savez, plusieurs pays qui connaissent les crises comme nous, sans les nommer, ont déjà des arriérés de salaire. Plusieurs pays pas très loin ont du mal à payer les primes. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 22 avril, les salaires du mois d'avril ont été engagés pour l'intégralité, les pensions payées, les frais de fonctionnement de l'ensemble des institutions de la République pour le deuxième trimestre libérés. Renseignez-vous sur les pays d'à côté, n'allez pas très loin et dites-moi si la même chose est le cas dans les autres pays. Vous allez nous excuser, Monsieur le Ministre, depuis au sorti de la conférence nationale, ce n'est plus considéré comme un exploit pour un gouvernement béninois de pouvoir honorer régulièrement les salaires des fonctionnaires. Je vous l'admets, mais depuis la sortie de la conférence nationale, c'est la première fois où nous avons une conjonction d'une crise économique qui dure depuis longtemps, cumulée avec une dévaluation forte du Nigeria, avec une nouvelle gouvernance au Nigeria qui a une politique protectionniste beaucoup plus forte. Mettez tout ça ensemble et vous allez voir que depuis la conférence nationale, nous n'avons pas connu les mêmes niveaux de pression. Les dernières fois où nous avons connu ça, vous avez su, ça a conduit au mouvement soulèvement et à la conférence nationale justement. On avait des mois et des mois d'arrière-salaire. Si nous n'avions pas fait un certain nombre de réformes, si nous n'avions pas changé la manière de conduire les affaires publiques, je peux vous assurer que dès le mois de juin 2016, nous aurions été incapables de payer les salaires. Quel a été l'impact justement de cette crise que vous évoquez, notamment la crise du Naira, la fluctuation du Naira, par exemple, et la chute du coût du pétrole sur les ressources du pays? C'est simple, c'est réduction des marges de manœuvre de l'État puisque les recettes n'étaient plus au rendez-vous. Vous n'avez pas de recettes fiscales, vous ne pouvez plus agir. D'où la meilleure façon de faire, la première chose, c'est de dire, OK, quand vous n'avez pas de recettes fiscales, c'est la conjonction de deux choses. Effectivement, de ralentissement de l'activité économique, mais aussi de la qualité de vos instruments de collecte des recettes. En termes d'ampleur, on peut évaluer à quoi? À 25-50% la marge rognée sur les ressources, les recettes attendues de l'État? Du fait de la crise, on a perdu à peu près un quart de ce qu'on attendait l'année passée sur les recettes au niveau des douanes et des régies parce que, justement, il y a eu cette crise. Pour mesurer un peu votre méthode, vous venez d'un cabinet international de renommée mondiale et vous tombez dans l'administration. Je voudrais avoir un peu, un an après votre expérience, comment est-ce que vous appréciez l'administration béninoise? La méthode est simple. Hein. La méthode, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Nous avons un programme d'action du gouvernement qui est notre boussole. Et nous avons une série de réformes à faire et un chronogramme à tenir. Donc, c'est une méthode de travail totalement structurée qui met l'accent sur une gestion rigoureuse des finances publiques. Vous me demandez qu'est-ce que je pense de l'administration. Je vais vous parler sans langue de bois. C'est lourdeur. Je vais vous parler sans langue de bois. Est-ce qu'au-delà du satisfait que vous avancez par rapport à la santé de l'économie béninoise et donc d'un certain nombre d'actions à succès, sans doute que, selon vous, vous auriez réussi à mener, est-ce que vous ne vous perdez pas un peu dans l'administration béninoise, dans ce mammouth public, vous qui venez du privé? Absolument, je vous promets, je vous répondrai à ça dans un instant. Mais quand je dis ça va, je voudrais donner un exemple. J'ai donné l'exemple du Fonds monétaire international pour montrer que, de façon indépendante, vous avez des éléments d'appréciation qui montrent que ça va mieux. Deuxième élément d'appréciation, indépendante. Une information indépendante. En décembre 2015, nous avons tenté, le gouvernement d'alors a tenté de faire une émission. Vous connaissez les résultats, ça n'a pas marché comme on l'espérait. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas la confiance des prêteurs, des investisseurs. Nous avons lancé et nous venons de clôturer, successivement dans le même mois, une émission obligataire, 10 ans, qui a été sursouscrite. Nous nous attendions à 150, nous avons plus de 170 milliards. Nous avons lancé l'opération le 28 février. Quelques jours avant,
La Côte d'Ivoire a lancé son opération, le Mali a lancé son opération, et je vous laisse vérifier où en est les autres opérations. Les informations sont disponibles en ligne. Le Bénin a eu la meilleure performance en matière de levée de fonds. Depuis ça veut dire quoi? Ça veut dire que la signature économique du Bénin est progressivement rétablie. C'est pour ça que nous disons que ça va mieux et ça ira de mieux en mieux. Maintenant, je vais vous répondre sans langue de bois sur mon appréciation. Nous avons une administration qui regorge de talent, mais pas en quantité suffisante. Nous avons une administration qui, parce qu'elle n'a pas été suffisamment bien payée, a mis en place pour une bonne partie des mécanismes par lesquels le fonctionnaire se trouve en situation de vendre le service pour lequel il est payé à l'État. Je m'explique. Vous avez un fonctionnaire qui est censé faire une tâche administrative donnée A. Au lieu de la faire directement, elle est payée, ce fonctionnaire paye pour ça, ce fonctionnaire et d'autres se mettent ensemble, on crée des commissions. Et ces commissions n'ont d'autre objectif que de faire la tâche A. Et donc, on se paye des perdièmes, des indemnités, on trouve des occasions pour sortir de Cotonou, aller à Ouida, Grand Popo, etc., pour toucher. Pourquoi? Parce que le revenu du base du fonctionnaire est insuffisant. Mais quand vous laissez faire pendant très longtemps une administration où on se vend le propre service pour lequel on est payé, où derrière, à chaque fois qu'il y a un projet, le premier réflexe est de dire, bon, qu'est-ce que je peux faire là-dessus comme intérêt personnel? Mais vous arrivez à un système qui, d'un côté, vous avez des fonctionnaires de bonne volonté qui veulent le développement du pays, mais de l'autre côté, vous avez des fonctionnaires qui ne pensent qu'à eux et qui, malheureusement, montrent des signes de succès sociaux. Ils ont une voiture, une maison, et du coup, les autres se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais comme eux? C'est moi qui suis stupide, qu'est-ce qui se passe? Et donc ça, c'est une réalité qu'il faut progressivement changer les manières de faire les réformes nécessaires pour que les opportunités de piller les deniers publics cessent. Vous avez vu l'ensemble, une série de réformes que nous avons fait, une série de mesures. Vous avez vu cette semaine, je ne vais pas rentrer dans les détails d'une procédure judiciaire en cours, mais là, il y a cette semaine, il y a 9 personnes de l'administration des impôts et une personne d'une société comptable d'une société privée qui sont sous les verrous. Vous faites allusion Qui a conduit à ça? Mais c'est parce que c'est une manière de gérer. Vous faites allusion là au crédit d'impôt fictif là? Absolument, au crédit d'impôt fictif qui sont utilisés pour en fait récupérer de l'argent de la TVA, de l'impôt que le contribuable paye à chèque. On est curieux un peu de savoir comment s'organise ce système, Christian. Avant de revenir sur le crédit d'impôt qui fait objet de polémique en ce moment, aujourd'hui, vous avez parlé de cette administration publique où certaines personnes ou certains fonctionnaires faisaient tout pour se tailler la part du lion sur un certain nombre de fonds prélevés. En matière de coûts, qu'est-ce que ça revenait à l'État béninois et qu'est-ce que ces fonds pouvaient servir à faire? Okay. Il est difficile de vous dire qu'est-ce que c'est le manque à gagner global, mais je vous donne des exemples. Vous avez vu l'année passée, le Bénin a organisé le caucus ici. Généralement, quand on organise une conférence de cette ampleur, l'une des premières lignes de dépenses est les locations de véhicules. Un peu plus d'1 milliard de budget pour louer des véhicules, puisqu'il y avait des délégations de quasiment tous les pays qui étaient représentés. Et nous avons dit, nous n'allons pas louer de voitures. Nous allons réquisitionner les voitures de l'État pour le faire. On nous a dit il y aura mauvaise organisation, la conférence, le caucus n'aura pas lieu. Nous avons réquisitionné, nous avons fait, la conférence a eu lieu. 1 milliard de frais liés au carburant, location de véhicules économisés. Ces locations de véhicules, ça fait partie des schémas mis en place, généralement par une partie de fonctionnaires qui se louent leur propre voiture à l'État. Parfois même pire. Vous voulez dire que sur une seule conférence internationale organisée au Bénin, le caucus en l'occurrence, vous avez réussi à économiser 1 milliard. 1 milliard. Et en fait, vous savez, on a tellement vu des personnes venir à la télé et sortir des chiffres comme ça, et puis la population se dit mais qu'est-ce qui se passe, des milliards par-ci, des milliards par-là. Mais c'est une réalité, les chiffres sont là, vous allez le voir. C'est comme l'organisation des examens. Vous avez vu, on l'a dit, on l'a démontré, 5 milliards d'économies sur tout ce qui est lié aux frais sur l'organisation des examens. Et la principale économie venant des locations de voitures pour se déplacer pour l'organisation des examens. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on réalise des économies. Pareil, c'est des systèmes par lesquels, effectivement, une partie d'argent facile sort des caisses de l'État. Et donc, en fermant ces robinets, en empêchant ça, on se plaint. Il y a une perception de dire, ben voilà, on n'a plus son argent. Je ne peux quand même pas savoir, monsieur. Vous avez aussi monsieur. des commissions. Oui. C'est-à-dire La mise en place des commissions qui... Oui, juste en janvier passé, j'ai supprimé une vingtaine de commissions dans mon ministère. J'ai listé toutes et celles qui n'étaient pas pertinentes, je les ai fait fermer. Ça induit un coût pour l'administration? Bien sûr, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Dans plusieurs cas,
les commissions sont mises en place pour que le fonctionnaire se fasse payer le service qu'il est censé réaliser pour l'État. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Donc, effectivement, nous avons, en tout cas au sein de notre ministère, le ministère de l'Économie et des Finances, une vingtaine de commissions pour lesquelles nous avons dit non, il n'était pas pertinent de garder des commissions qui sont chargées d'étudier le dossier des reversés de 2008. L'opération est terminée, mais en l'air, et puis de temps en temps, on dit on se réunit et puis on paye des PDM. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que pendant que nous serrons les boulons, nous faisons tout pour que le fonctionnaire puisse avoir ses conditions de travail améliorées. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'administration regorgeait de talents, pas en nombre suffisant, mais mal payés, d'où le développement des années de schémas, etc. Ces schémas de corruption, on pourra en parler tout à l'heure, c'est l'exemple des crédits d'impôt. Nous avons déjà, l'audit est toujours en cours, 9 personnes sont en prison aujourd'hui, et l'impact, alors que l'évaluation n'est pas terminée, c'est déjà plus de 2,3 milliards d'argent de l'État dilapidés, en complicité, pas des fonctionnaires de l'État. C'est de ce que je disais tout à l'heure. Donc quand nous faisons toutes ces réformes, nous serrons les boulons. Je voudrais aussi dire ici et maintenant que nous faisons tout pour que la raison première, qui est de dire que le fonctionnaire rationalise, il dit « je le fais parce que je suis mal payé ». Il faut que nous faisions l'effort pour que cette rationalisation diminue. C'est-à-dire, si nous nous assurons que les conditions de travail et les rémunérations des fonctionnaires sont meilleures, nous ne donnons pas l'occasion aux fonctionnaires de justifier les actes de contournement de la loi et puis de mise en place de systèmes frauduleux. Nous avons, sans pression des syndicats ou des forces sociales, décidé, le gouvernement, qu'à partir du 1er janvier, les avancements se feraient et les paiements se feront de façon automatique. Est-ce que ça a démarré? Bien sûr, ça a démarré. Nous avons 80 000 fonctionnaires. Donc tout ceci a commencé à partir de janvier et est en train d'être mis en place dans le système progressivement. De la même manière, si vous avez des parents qui sont retraités, demandez-leur. Depuis le 1er janvier, sans faire du bruit, nous avons décidé de les payer à l'indice 1,25. Ça fait 25% de plus. Donc, un enseignant qui a la retraite qui touchait 125 000, aujourd'hui, il est à 155 000, à peu près. Voilà ce que nous faisons. Nous donnons les moyens aux fonctionnaires d'être payés proprement. Quand nous avons décidé, il y a quelques mois, que les primes et autres avantages vont être bancarisés, payés automatiquement, bien sûr, on grince des dents, mais ça permet aujourd'hui de voir la réalité des rémunérations que perçoit un fonctionnaire et de pouvoir travailler pour améliorer ses rémunérations. Mais comment ça? Il n'y avait pas de traçabilité? Oui, par rapport à ça, effectivement, il y a eu toute une organisation pour pouvoir vérifier un peu l'état des fonctionnaires à travers l'opération d'enregistrement. Est-ce que cette opération a révélé des dysfonctionnements? Bien sûr, cette opération, dont l'exploitation n'est pas encore achevée, a bien entendu révélé que notre base de données des fonctionnaires n'était pas complètement à jour. Il y a une série d'anomalies qui ont été relevées. Les premières qui sont de base, c'est des personnes qui ne se sont pas présentées et qui, après les délais ne se sont pas présentées, ne se sont toujours pas présentées parce qu'elles n'existent pas. Tenez-vous bien, nous avons découvert dans l'exploitation, parce qu'il y a l'opération physique, présentation, prélèvement des informations biométriques, vérification, mais maintenant il y a l'exploitation. Parce que quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire, mais qui a été inscrit pour pouvoir toucher, il sait qu'il touche chaque mois indûment, il se présente et se fait recenser et dit qu'il travaille dans telle structure à Parakou ou ailleurs. Maintenant, la deuxième étape, c'est d'aller loin, de vérifier l'effectivité de la présence de cette personne. Vous pouvez avoir des situations, et on a des situations, de personnes qui ont quitté la fonction publique pour le secteur privé, mais étant dans les parages, se sont présentés, puisque tous les mois, ils reçoivent leur salaire sur le compte bancaire, ils se sont présentés. Donc, la deuxième étape d'exploitation en cours. Et pendant cette phase d'exploitation, nous avons déjà détecté un certain nombre d'anomalies. Anomalies de base. Comment vous pouvez m'expliquer que 2 personnes, 3 personnes, fonctionnaires, soient payés sur le même compte bancaire? C'est comme si, quand vous analysez la base de données, vous vous rendez compte que vous et vous, 3 individus qui ont des salaires donnés, mais payés sur le même numéro de compte à la Bank of Africa. Ça veut dire que On a créé deux bien types sûr, de plus. nous avons trouvé des éléments comme ça. L'exploitation continue, mais bientôt nous viendrons vous donner les détails. Quand vous faites des choses comme ça, la personne qui bénéficiait indûment de 2 salaires complémentaires n'est pas contente. Fait fuiter des fausses informations par-ci, par-là, vous êtes attaqué à gauche, à droite.
C'est pour ça que de toute façon, nous ne faisons ni attention ni aux flatteries, ni aux compliments, ni aux critiques. Nous avançons. Alors, monsieur le ministre, un peu de clarification sur l'efficacité des mesures de votre méthode. On comprend, en venant du privé, vous n'avez qu'une obsession performance, résultat performance. Très bien. Quand vous supprimez des commissions qui ont été mises en place, forcément, je suppose, pas par fantaisie, vous expliquez, vous analysez qu'au fond, c'est pour essayer d'arrondir les fins du mois en créant des primes autour de services qu'on devrait normalement rendre, n'est-ce pas, à l'État. Est-ce que vous ne jouez pas sur l'efficacité de l'action publique? D'ailleurs, on vous reproche d'être quasiment étranger ici, dans les rangs de vos agents, de vos fonctionnaires. Il n'est pas rare d'entendre que ce ministre, oui, il vient du privé, il vient de l'extérieur, c'est un extraterrestre, il ne maîtrise rien à l'administration. Donc, ça peut expliquer un certain nombre de lenteurs, de dysfonctionnements. Je vais vous dire une chose. Si je ne maîtrisais pas l'administration, j'allais être un ministre assis là et plein de choses allaient se passer sur ma tête. Je vous mets au défi de me trouver un exemple de situation où en si peu de temps, nous avons pu trouver des niches d'économie pour l'État. Donnez-moi, regardez dans l'histoire, donnez-moi. Vous ne pouvez pas faire ces choses-là si vous n'avez pas une connaissance de ce qui se passe. Vous pouvez avoir une connaissance des schémas qui existent et ne pas y participer. Je vais vous faire une confidence. Si j'avais accepté, à mon arrivée, de bénéficier de quelques avantages indus de la part de certaines personnes de l'administration des impôts, qui est une pratique qui a pu avoir lieu dans le passé, si j'avais accepté ça, vous pensez que j'aurais eu le courage aujourd'hui de mettre fin à un réseau de détournement aussi massif et de mettre aux arrêts 9 personnes? Si j'avais... Parce que les gens disent, mais quand on lui propose de l'argent, il refuse, donc il ne connaît pas, il n'est pas d'ici, etc. Si j'avais accepté un seul centime, vous pensez que j'aurais eu le courage, depuis le 1er janvier, de faire partie 3 directeurs généraux des douanes? Renseignez-vous ce qui se passe dans tous ces milieux-là. Bien entendu, il faut faire la différence entre la méconnaissance hypothétique de comment l'administration fonctionne et un choix d'une rigueur, d'une orthodoxie dans la manière de faire. Pourquoi vous dites hypothétique? Parce que dans le passé, votre parcours vous a amené à connaître un peu le fonctionnement de l'administration. Je vous rappelle que dans mon passé, entre autres responsabilités, j'étais le patron de l'Afrique pour un cabinet qui est parmi les leaders au niveau mondial. Un cabinet qui accompagne beaucoup de pays dans les réformes, que ce soit des entreprises publiques ou des services publics. Il y a des gens de l'administration qui me connaissent, puisque ici, Deloitte Bénin est un cabinet dont j'étais actionnaire. Avant d'être nommé, j'ai dû vendre des actions de Deloitte Bénin. Alors si j'ai des activités au Bénin, je suis actionnaire d'une société au Bénin, d'un cabinet de conseil. Alors dites-moi, on peut inventer ce qu'on veut. Vous n'êtes pas si martien que ça. Et puis je vais vous dire, vous pouvez interroger la plupart des leaders politiques de ce pays, de quelque bord que ce soit. Demandez-leur s'ils me connaissent depuis des années. Alors, monsieur le ministre, sur la question de la complainte, bon, on peut dire que c'est lié à la perception, mais au-delà de la perception des complaintes, de sinistrose économique, une critique, enfin, ou plutôt une observation. Est-ce que le fait que les agents économiques, y compris le citoyen, disent que l'argent ne circule pas, ce n'est pas lié au fait que vous ne payez pas, vous n'en aurez pas régulièrement la dette intérieure vis-à-vis des entreprises, et donc, et deuxièmement, que les entreprises n'accèdent pas beaucoup plus facilement au marché public? Parce qu'on raconte aussi que vous les avez verrouillés au profit d'intérêts particuliers. Voilà, en fait, il faut dire 2 choses. Nous avons mis une organisation en place pour que, dès que l'État s'engage, l'État paye. Ça, c'est une organisation qui est en place. Dès que l'État s'engage, vous passez une commande, vous livrez, le service est livré. La dématérialisation qui est en cours et qui est quasiment achevée fait que vous allez pouvoir être payé sans devoir aller faire le tour dans la direction du budget, la direction du trésor. Le système de paiement automatique est mis en place. Un des chantiers importants de nos réformes, c'est la dématérialisation partout. Parce que nous pensons qu'une fois que ce chantier aura été poussé au maximum, les opportunités de corruption, de lenteur dans l'administration vont s'estomper. Et donc, ceux qui se plaignent, c'est ceux qui n'ont pas accès au marché facile. Quelqu'un qui a eu régulièrement son marché, il ne se plaint pas parce que maintenant, avec le système, les nouveaux marchés sont payés. Il y a le passé que nous soldons petit à petit. Mais nous avons pris la décision pour que ça ne s'accumule plus, pour que quand on prend un engagement, on l'honore, en allant vers la dématérialisation, en allant aussi vers la gestion des engagements. On s'engage quand on sait qu'on est capable d'assumer. Maintenant, ce que vous dites, et je le comprends, depuis le début de l'année, nous avons fermé ce qu'on appelle les PTA, les plans de travail annuels des ministères.
c'est un instrument majeur qui permet de passer les marchés, acheter des tables, acheter du papier, des imprimantes, etc. Ces différents éléments qui sont généralement affectés à des activités données ont été pour l'instant, pour certains, ralentis et parfois fermés parce que c'est la première année après le lancement donc, du programme Bénin Révélé, du programme d'action du gouvernement. Il était indispensable qu'il y ait un travail de mise en cohérence de budget qui a été préparé en septembre par rapport au programme d'action du gouvernement qui a été terminé en décembre. Ce travail est achevé et je suis heureux d'annoncer que dès la semaine prochaine, donc, les budgets vont être ouverts pour ces différents frais et donc les différents acteurs qui travaillent avec l'État vont le faire. Je comprends, vous savez, plus de 2/3 des personnes, des opérateurs économiques au Bénin, travaillent quasi directement avec l'État. Donc quand l'État arrête de passer des commandes, ça se ressent. Donc si là, depuis le début, nous avons freiné significativement les commandes, c'est pour faire ce travail de mise en cohérence. Je vais vous dire quelque chose. On reproche au programme d'action du gouvernement, on dit 9 000 milliards, c'est trop, vous êtes incapable de le faire, vous êtes incapable de le faire. 9 000 milliards, c'est 60% secteur privé et 40% maximum sur le budget de l'État. À peu près un peu plus de 3 000 milliards sur le budget de l'État pour les 5 années. Vous prenez le budget d'investissement du budget 2015. Je ne prends pas 2016, on me dira, j'étais là, nous étions là, etc. C'était un peu plus de 400 milliards de dépenses d'investissement. Vous multipliez ça par 5, ça fait un peu plus de 2 000 milliards de budget d'investissement. Donc vous avez historiquement un pays qui mettait déjà un peu plus de 2 000 milliards de budget d'investissement et nous prévoyons 5 000 milliards, bien entendu avec une stratégie de décollage, avec un doublement la première année et puis progressivement un ralentissement. Et on nous dit, c'est trop ambitieux, irréaliste, irréalisable. Non, c'est réaliste, vous venez de le voir. La seule chose que nous disons, c'est que quand en 2015, on investit, on prévoit un budget, plus de 400 milliards d'investissements, quelqu'un peut me dire ici à quoi étaient destinés ces 400 milliards, un peu plus de 400. Non. Maintenant, vous savez que un peu plus de 3 000 milliards, la part du budget du programme d'action du gouvernement à financer par le budget de l'État, vous savez, c'est 45 projets, programmes phares, c'est 95 projets prioritaires. Et vous savez exactement ce que ça va apporter comme contribution en termes de création d'emplois. On reviendra sur la question du financement. Justement, vous avez tantôt parlé du fait que vous avez fermé un certain nombre de commandes, mais en attendant que les commandes soient passées par rapport entre l'État et puis certains privés, il y a quand même des dettes qui attendent, notamment l'État qui doit à ses fournisseurs. Si nous prenons par exemple le cas des agences de voyage, aujourd'hui, ces fournisseurs-là sont en train de se plaindre du fait que l'État, qui leur doit assez d'argent depuis des années, n'a pas payé. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau, Monsieur le ministre? Sur le cas des agences de voyage, le problème est simple. Vous vous rappelez, nous avons pris la décision, le Conseil des ministres a pris la décision de rationaliser les dépenses de voyage par la création de la cellule des voyages officiels. Cette décision a été prise par l'ampleur des dépenses affectées au voyage officiel. Je ne reviens pas sur les montants, vous les connaissez. Cette décision avait été également prise parce que nous avons eu des faits qui montraient clairement qu'il y avait tout un système de dilapidation des données publiques à travers les billets d'avion. À ce niveau aussi? Mais bien sûr, ce que nous avons fait, nous savions cette information-là. Pour que les agences de voyage puissent avoir quand même un peu de moyens pour tenir vers la fin de l'année, nous avons décidé de payer la moitié des dettes que l'État leur doit. Et nous avons fait ça, pour éviter toute discussion, nous avons fait ça au prorata. Nous avons fait appliquer un pourcentage à tout le monde. Donc tout le monde a été payé à la même proportion. Mais en faisant ça, nous avons dit, nous sommes conscients qu'il y a de la surfacturation. Nous sommes conscients qu'il y a des billets facturés pour des voyages non effectués par des agents permanents de l'État. Vous savez, c'est formidable. Dans un monde où vous êtes plusieurs, être en situation de créancier vis-à-vis de l'État, le système fait que des personnes viennent dénoncer les uns les autres pour pouvoir être le premier à être payé. Donc on sait très bien, nous avons des informations, qu'il y a des anomalies. Donc en décembre, lorsque nous avons payé tout le monde pour une partie de ce qui est dû, nous avons dit, nous allons payer le solde immédiatement après l'audit. Moins de 30 jours après la remise du rapport d'audit, tout ce qui est dû sera payé. Mais quand on demande d'ouvrir les comptes pour qu'on audite et que les agences refusent,
Quand les agences, plusieurs d'entre elles, refusent de se faire auditer, vous voulez que je fasse quoi? Et pourquoi vous ne saisissez pas la justice alors? Non, on n'a pas besoin de saisir la justice pour ça. Il y a pas, vous me devez de l'argent et je vous dois de l'argent, pardon. Je vous dis, OK, il y a des preuves qui montrent qu'il y a eu des anomalies. Nous allons faire auditer par une personne indépendante le montant et dès que c'est fait, je fais. C'est l'accord que nous avons eu et en décembre, nous avons payé une partie sur cette base, que chacun respecte. En décembre, nous avons payé une partie de ce que nous devons aux agences. Oui ou non? La réponse est oui. Nous avons mis comme condition de faire l'audit. Mais qu'on laisse passer l'audit. Pourquoi a-t-on peur des audits? Parce que l'audit qui vient de s'achever au niveau des impôts a mis des personnes en prison, c'est ça? Je ne sais pas. Mais qu'on laisse faire. Demandez à ce qu'on fasse les audits. Vous savez, à chaque fois qu'on a fait des audits sur les dettes, parce que la spécialité, c'est de mettre la pression sur le ministre des Finances pour que, sous la pression, il lâche. Mais c'est contre-productif avec nous. Parce que plus vous mettez la pression sur nous, plus nous disons c'est douteux. Nous avons de la pression sur plusieurs choses. Je peux vous donner des exemples à foison. Domaine sanitaire. On nous a dit quand nous sommes arrivés, les dialysés n'arrivent pas à se soigner parce que vous devez beaucoup aux cliniques qui doivent faire les soins pour les dialyses. Et l'État doit rembourser, c'est pris en charge par l'État. Nous avons payé une partie et nous avons dit nous allons faire l'audit pour payer le reste. L'audit est terminé. Des personnes qui sont décédées depuis plusieurs mois, voire années, continuent à être facturées par certaines structures. Elles ne sont pas toutes dans le cas, mais certaines structures ont fait de la surfacturation. Facturer des protocoles qui n'ont pas été effectués. Et donc, si nous avions subi également cette pression, on aurait liquidé toutes les dettes liées à cette opération. Et là, on va dire quoi? Donc, quand la dette est justifiée, claire, sans ambiguïté, elle est payée. Mais quand il y a des doutes, pour ne pas prendre l'opérateur économique, le laisser en difficulté, nous disons, nous allons payer une partie, mais nous faisons l'audit et nous payons le reste. L'audit vient de s'achever et nous nous rendons compte que plusieurs cliniques devront nous reverser de l'argent plutôt qu'on ne le paye. Ça, c'est une réalité, les chiffres sont là, on vous passe les rapports. Donc, attendons, dites aux agences de laisser faire l'audit. Un audit, ce n'est pas un souci. Ils font l'audit et après, on verra. Nous prenons l'engagement après l'audit, 30 jours après, c'est payé. Monsieur le ministre, on va avancer au niveau des réformes. L'une des responsabilités essentielles que vous avez au sein de votre ministère, c'est de pouvoir mobiliser des ressources pour l'État. Nous sommes dans une situation de conjoncture assez difficile. Quelle est actuellement votre stratégie en matière de mobilisation de recettes fiscales? Très bonne question et ça fait partie de vrais enjeux qui nous préoccupent. Les ressources sont de deux ordres, les ressources intérieures et tout ce qui est financement. La première chose, c'est de faire en sorte d'avoir plus de ressources intérieures. C'est ça qui permet d'avoir de la respectabilité, ça permet même d'avoir plus de capacité d'avoir des ressources extérieures. Puisque vos ressources extérieures, c'est des emprunts, c'est de l'endettement qu'il faut la rembourser. Et le niveau d'emprunt, qu'on en a la capacité. Voilà. Donc la première priorité, c'est vraiment accroître nos ressources intérieures. Et tout cela dans un contexte économique difficile. Donc il y a deux choses à faire, deux séries de choses à faire. C'est un, sécuriser ce qu'on a. La première chose, c'est toujours sécuriser ce qu'on a. Et deux, élargir la base. Sécuriser, c'est ce que vous avez commencé par faire. Sécuriser, c'est ce qu'on a commencé à faire. Sécuriser, il y a deux choses. Sécuriser, c'est éviter qu'il y ait trop de pertes dans ce qui doit rentrer. Mais sécuriser aussi, et se dégager des marges de manœuvre, c'est s'assurer qu'il y a de l'efficacité dans la dépense, qu'il y ait moins de dépenses inutiles. Et c'est tout ce que nous avons dit tout à l'heure, et nous continuons à le faire. De l'autre côté, élargir la base. Notre stratégie est de dire, pour demander au contribuable de payer, il faut d'abord lui offrir. Nous le faisons sur plusieurs secteurs. Nous l'avons fait pour le foncier. Dans un premier temps, défiscalisation totale, mise en place du cadastre unique. On n'a jamais mis en place ça. Qui fait qu'on saura dans chaque centimètre carré du Bénin à qui appartient ce petit bout de terre. Savoir qu'est-ce qui se passe comme transaction financière, offrir une sécurité juridique pour que les acteurs puissent utiliser le foncier pour les hypothèques et les garanties pour avoir du financement. Ça, c'est fait. Ça nous a coûté de l'argent puisque nous percevions des taxes sur ces transactions. Aujourd'hui, zéro. Mais parce que notre premier objectif, c'est d'abord d'offrir le service, d'élargir la base et nous verrons plus tard pour ce qui est de la contribution. Oui, vous voulez élargir la base, mais vous savez très bien que nous sommes dans un pays où l'informel prend beaucoup plus le pas sur tout ce qui est formel. Les entreprises qui paient les impôts à l'État ne sont pas aussi nombreuses. Vous avez totalement raison. L'économie, pas seulement du Bénin,
est beaucoup plus informel que formel. Mais c'est quoi le secteur informel? Nos artisans, nos agriculteurs, nos artistes. Le petit commerce. Le petit commerce. Non imposé. Dans la stratégie que je viens de vous dire, on donne d'abord et après, on donne des services publics et après on demande à contribuer. Quelques cadeaux d'abord et puis après... Un exemple typique, c'est le programme ARCHE, Assurance pour le renforcement des capacités humaines. Unique dans l'histoire du Bénin, unique en Afrique. Je vais laisser le souhait au chef de l'État très prochainement de faire sa présentation là-dessus, mais il s'agit d'un programme qui vise justement cette frange de la population. Les agriculteurs, les commerçants, petits commerçants, les artisans, les artistes, pour leur offrir 4 choses. Une formation, du microcrédit, assurance maladie, assurance retraite. Quand l'exploitant agricole, fatigué, il arrête son exploitation, comment il vit après? L'artisan, la couturière du coin, quand elle a travaillé jusqu'à un certain âge, elle est fatiguée. Nous avons la chance d'avoir un fonctionnement culturel qui fait que les actifs prennent soin. Mais vous voyez bien que de plus en plus, les actifs s'éloignent des anciens. Et si l'État ne prend pas ses responsabilités, ne met pas en place des filets sociaux, des programmes, pour que tout au long de la vie de chacun de ces catégories-là, il y ait une contribution et un mécanisme de protection sociale, nous allons à la catastrophe. Et donc, ce programme qui est large, dont les études sont quasiment finalisées, et donc il y aura des présentations spécifiques bientôt, programme unique, permet justement, en offrant ces services, ces 4 services, à cette catégorie qui est l'essentiel de l'informel, de les amener progressivement vers le secteur formel. Et c'est ça la stratégie, qu'ils viennent vers le secteur formel, vous leur donnez, et automatiquement ils contribueront. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de pression fiscale. Nous voulons accroître nos ressources internes, mais sans augmenter la pression. Au contraire, il y a des secteurs sur lesquels nous avons baissé la fiscalité. Dans la loi de finances 2017, nous avons mis la fiscalité à 0 pour tout ce qui est importation de machines pour la transformation de nos produits agricoles. Ce n'était pas le cas avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes bien dans cette dynamique de permettre à ce qu'il y ait un secteur secondaire qui se développe. Et donc, il y a plein de mesures incitatives vers le secteur privé pour qu'on puisse importer, transformer sans avoir le coût de la fiscalité. Donc, voilà un peu la stratégie. Attirer, offrir d'abord et permettre aux populations, aux acteurs de contribuer progressivement. Oui, en matière de mobilisation des... Maintenant, mobilisation, très bien. Deuxième pas, maintenant les dettes. Quand vous faites ça, vous augmentez votre capacité d'endettement puisque vous montrez des signaux que vous allez être en mesure de rembourser. Pour pouvoir lever de la dette, il faut avoir un cadre macroéconomique sain. Le cadre, c'est tout ce qu'on est en train de faire. Le fait que nous soyons rentrés en programme est un signe que nous avons un cadre qui est suivi. La deuxième chose, il faut une vraie stratégie d'endettement qui fait que vous faites des endettements en cohérence avec ce que vous financez. L'époque où on finançait une route avec un crédit de 3 ans à 8,5% est révolue. Nous ne faisons plus ça. Nous allons sur le marché pour prendre du financement approprié en fonction de la nature de l'investissement que nous allons faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand nous sommes sur... À quelles conditions? Voilà, quand nous allons sur un financement, financer une route, nous allons aller sur les financements longs, du genre plus de 10 ans. Et si nous allons financer juste le développement de nouvelles filières agricoles, nous allons avoir des financements plutôt courts, puisque c'est des cycles courts. Voilà. Il faut une cohérence entre ce que nous finançons et il faut en fait se gérer de façon comme à la privée. Avant d'investir, vous dites quel est le retour attendu. Le retour n'est pas forcément pécunier, il peut être aussi le développement des couches sociales et le développement économique d'ensemble de la population. Donc, et cette partie, sur ça, nous avons du succès, puisque je vous dis, nos différentes mobilisations montrent, et les rapports montraient que depuis plusieurs mois, le Bénin est le pays qui réussit le mieux par rapport à des pays qui ont cette capacité, cette profondeur économique plus forte, plus grande que nous. Mais il y a une crainte de surendettement qui est exprimée au sein de l'opinion par rapport aux emprunts obligataires. Voilà, effectivement, les gens disent, OK, vous venez de prendre un emprunt obligataire, là, de 150, vous avez réussi à avoir 70, et vous allez trop endetter l'État. Déjà, ce n'est pas possible, puisque je vous rappelle, nous sommes en programme et que tous les mois, nous avons des mécanismes de suivi de ce qui se passe en termes d'endettement. Mais 2, vous savez combien nous avons payé ce mois-ci en remboursement de tout le paquet de dettes qu'on nous a laissé? 90 milliards de remboursés. Donc, quand vous voyez, vous entendez qu'on émet de la dette, demandez combien on rembourse dans la même période. Ce mois-ci,
Au moment où nous avons fait l'émission de 150, nous avons liquidé, ce mois d'avril, 90 milliards au titre des dettes de 2015 et avant. Voilà ce qui se passe. Donc, en termes de position nette, nous ne sommes pas en train d'accroître. De toute façon, nous ne pouvons pas sortir des grilles, puisque je vous dis encore une fois, nous sommes dans un programme que librement, nous nous sommes engagés à respecter. Nous ne pouvons pas nous-mêmes faire un programme qui met des critères de convergence assez stricts et derrière ne pas les respecter. Donc voilà, face au levée de fonds que vous entendez, mettez en face les remboursements massifs aussi que nous faisons, parce qu'aujourd'hui, pour nous, la priorité, payer les salaires, faire fonctionner les administrations, mais aussi et surtout honorer nos dettes. C'est ça, parce que nous faisons ça justement, que nous avons cette meilleure signature économique qui fait que nous avons du succès dans les émissions que nous faisons. Alors, si vous permettez, Monsieur le Ministre, justement sur les piliers sur lesquels vous mettez l'accent pour relancer l'activité économique, il est communément reconnu qu'il faut améliorer un environnement, créer un environnement incitatif pour l'activité économique, pour les entreprises privées. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce sens? Vous avez annoncé l'élargissement de la base fiscale, des cadeaux fiscaux octroyés à certains secteurs, notamment sur le plan foncier. Quelles autres mesures prenez-vous? Parce qu'on va y revenir sur la question de l'environnement de l'entreprise privée. Justement, les entreprises se plaignent. En fait, quelques exemples. Voilà, en fait, la principale difficulté, cher ami, c'est que nous avons eu une économie qui a fonctionné essentiellement autour du commerce avec le Nigeria. Donc, c'est ça qui pénalise l'essentiel des entreprises qui se plaignent. Notre stratégie, c'est d'aller vers une diversification de notre économie, une transformation structurelle de notre économie. Il ne faut plus que le poids du commerce avec le Nigeria soit si fort. Mais comment on y va, justement? Il y a longtemps, il y a Mathusalem qu'on en parlait. Mais enfin. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous avons, dans la loi de finances 2017, fait des mesures fiscales pour inciter les exploitants agricoles à transformer nos produits. Donc, la création d'unités de transformation... Il y a des exonérations sur l'importation des matériels agricoles. Totalement exonéré. L'importation de matériel de transformation agricole exonéré dans la loi de finances 2017. Donc, c'est des mesures qui permettent... Déjà, il faut commencer par le foncier. Ça permet de faciliter l'accès au crédit. Vous pouvez avoir les garanties hypothécaires, vous pouvez avoir le crédit. Ça, c'est bon pour l'investissement. Vous avez les exonérations pour les secteurs clés sur lesquels nous voulons appuyer. Sur le domaine sportif, sur le tourisme, sur l'agriculture, qui sont des industries que nous voulons pousser. Il y a des mesures spécifiques qui sont mises en place. Nous avons décidé de la création des zones d'économie économique spéciale. La loi vient de passer. Toutes ces mesures mises en place, c'est justement... L'avis de la Cour constitutionnelle. Parce que ces derniers temps... Oui, on va éviter de parler de choses. Non, mais pour ça, le garde des Sceaux répondra, mais il s'agit de procédures, on va dire... Mais l'intention est de créer des facilitations pour lancer... Plus que l'intention, ce que je dis, voilà, c'est diversifier notre économie, lancer pour que le secteur industriel se développe davantage. Le coton soit plus transformé ici. Donc, et nous avons des entreprises qui s'intéressent pour pouvoir transformer le coton en fil et puis le fil en tissu. Tout récemment, il y a une conférence sur la route du coton qui s'est tenue à l'initiative du C4, le groupe C4 composé par le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, pour créer toute une filière de développement, de transformation, de valorisation du coton. Absolument. Et donc, toutes ces initiatives font qu'aujourd'hui, comme nous avons pris l'habitude de regarder que dans une direction et qui est essentiellement vers le Nigeria, c'est dur. Mais en développant d'autres, en diversifiant l'économie, d'autres sources d'activité, en créant les conditions pour que le secteur privé émerge dans d'autres activités, mais tout cela va progressivement s'estomper. Je voudrais aussi vous signaler la chose suivante. L'autre chose qui fait que les gens se plaignent, parce que là, c'est dans les deux sens la crise. Ceux qui vivaient du commerce avec le Nigeria et qui ont vu leur flot baisser parce que du CFA, quand ils amènent là-bas, c'est trop cher. Mais ils subissent maintenant aussi un autre coup, c'est que vous prenez le secteur, par exemple, soit la production de poissons, les poissons-chats. Vous avez dans la région de Lomé plusieurs exploitants qui font du poisson à destination du Nigeria. Aujourd'hui, le Nigeria est capable de ramener du poisson moins cher à cause d'une devise qui est beaucoup plus faible. Donc non seulement vous ne vendez plus, mais votre marché est submergé de produits moins chers. Ça veut dire qu'il faut vraiment pousser toutes ces réformes pour aller vers une transformation structurelle assez poussée. Et derrière, les protections nécessaires qui doivent être faites en respect aux règles communautaires seront mises en place pour que
nos acteurs économiques aussi soient protégés. Alors, vous voulez développer le secteur secondaire, raison pour laquelle, dans la loi des finances, il y a eu un certain nombre de dispositions qui sont prises, notamment les exonérations sur les machines et autres. Mais d'un autre côté, vous savez très bien que notre pays est un pays qui consomme beaucoup, notamment en matière de produits importés. Si je prends l'exemple, par exemple, des produits congelés, la viande, par exemple, c'est aussi exonéré? Ça, vous me donnez l'opportunité de parler d'un sujet assez intéressant. Non. Dans le principe, non. Pas le système de choses, alors que les règles communautaires, tenez-vous bien, interdisent qu'on n'applique pas la TVA sur l'importation des viandes congelées. Pas le système de choses. La loi de finances 2015 et puis 2016 a supprimé la TVA sur l'importation des viandes congelées. Est-ce que la population a senti une baisse du prix du poulet congelé sur cette période 2014-2015 quand on a offert gratuitement la TVA sur cette période-là? Non. Dans la loi de finances 2017, nous avons rétabli la TVA sur l'importation des produits. Une manière, de protéger la filière avicole au Bénin, en mettant cette taxe, qui est d'ailleurs une disposition communautaire. Nous ne savons pas par quelle magie. En 2014, cette mesure a été prise et on a supprimé. Ce qui fait qu'au lieu de payer la TVA sur ça, la TVA disparue sans que le consommateur final ait, et en pénalisant la filière locale. Nous l'avons rétabli là. Donc non, votre question c'est s'il n'y a pas de défiscalisation d'importation. Au mieux, lorsque nous allons atteindre une certaine capacité d'autosuffisance, nous irons encore de plus en plus vers de la taxation de la filière pour protéger la protection locale. Qu'est-ce qui se fait justement pour encourager les producteurs locaux ou même les importateurs à aller vers le développement d'une agro-industrie locale, en dehors de l'arme fiscale? Vous allez poser la question au ministre de l'Agriculture. Il y a eu par le passé toute une polémique autour de versement de crédit TVA sur l'importation des viandes congelées, une polémique pour laquelle on devait s'étonner du moment où ces produits-là qui vont vers le Nigeria sont interdits. Comment est-ce que vous gérez la situation ou bien le débat est clos là-dessus? Ah non, le débat ne peut pas être clos. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une première étape, c'est de dire on rétablit les choses en bon ordre. On ne peut pas exonérer l'importation de viande congelée de TVA. Ça a été fait, rétabli. Fait. La deuxième chose, nous avons l'accord de Badagry qui liste un certain nombre de produits interdits d'exportation. Ça veut dire que vous pouvez faire toutes les magies du monde, vous ne pouvez pas de façon officielle démontrer que vous avez importé ces produits au Nigeria. Que nos frontières soient poreuses, que des commerçants du Nigeria viennent au Bénin acheter, c'est possible. Il y a plusieurs acteurs dans le secteur. Certains acteurs ont réussi à avoir des remboursements de TVA sous la base d'une réexportation vers le Nigeria d'un produit dont la réexportation est interdite. Et d'autres acteurs n'ont pas su avoir ce bénéfice de remboursement de TVA. Donc, il y a eu des traitements de faveur par le passé. Il y a eu des traitements différenciés, c'est des faits. Il y a plusieurs acteurs dans le secteur, vous demandez, sans indexer personne, c'est une réalité. Les acteurs ont le même schéma. Ils ont les mêmes bases de consommateurs. Une partie ici, une partie d'autres. Quand un consommateur du Nigeria prend sa voiture, son camion et vient acheter ici, ce n'est pas de la réexportation. Vous vendez ici. La TVA collectée est due. Que par des frontières poreuses, ce consommateur nigérien ramène le produit chez lui, ça ne regarde pas. Mais en tout état de cause, il est très difficile pour moi qui découvre ce sujet, puisque la presse en a fait écho ces jours-ci, il est contre-intuitif, comme explique que plusieurs acteurs qui font la même chose, certains arrivent à démontrer qu'eux, ils arrivent à faire quelque chose d'illégal, c'est-à-dire réexporter quelque chose qui est interdit d'exportation dans le pays, et d'autres n'arrivent pas à le réexporter. Vous dites d'illégal, hein? Mais est-ce que vous savez que certains opérateurs ont bénéficié même de la couverture par arrêté ministériel de réexportation de ces produits-là sur le Nigeria? Mais si c'est le cas, je peux vous assurer, merci pour l'information, nous allons l'étudier, et le faux corrompt tout. S'il y a du faux, nous allons réétudier. J'ai posé la question à un ancien ministre des Finances, je lui ai montré l'arrêté. Ah ben parfait, je voudrais bien avoir copie, tout honnêtement, je veux avoir copie de l'arrêté. Vous pouvez me faire confiance. Si nous avons ça, nous allons réétudier les dossiers. Il n'y a aucun problème. Est-ce que de votre position, au niveau des audits, vous avez eu confirmation de ce que des crédits
TVA ont été remboursés pour des acteurs, aux acteurs économiques qui réexportaient des produits interdits vers le Nigeria? Nous savons que des crédits d'impôt ont été payés à plusieurs acteurs économiques, mais sur la base soit de décisions de justice, soit de règlements à l'amiable, de certaines de choses. Alors, l'État est une continuité. Donc, nous n'avons pas audité ces genres de dossiers. Il y a des programmations qui ont fait, on a fait un accord. À partir du moment où on dit que l'État doit rembourser un crédit, tel, c'est mis en place et périodiquement c'est payé. Mais pendant que nous payons aussi, à un moment donné, nous avons des informations qui nous montrent que l'administration, qui est certes une continuité, mais a pris une décision sur la base d'éléments qui sont erronés, il est tout à fait normal que nous nous reposions la question. Nous ne disons pas, nous remettons en cause quelque chose, mais on ne peut pas nous interdire de réfléchir. On ne peut pas nous interdire de reposer la question. Il y a quelque chose qui surprend, c'est pourquoi est-ce que dans un secteur où plusieurs personnes font la même chose, les traitements sont différenciés. Et ça, pour un gouvernement qui veut faire la promotion du secteur privé, c'est des choses qu'il faut qu'on évite. Vous faites la même chose, vous devez avoir les mêmes avantages. Et ça crée des distorsions dans l'activité Ça crée des économique distorsions, au niveau de la ça concurrence. tue les filières avicoles, ça tue des filières locales. Et voilà, il faut s'assurer que tout le monde est tiré vers le haut et non des déséquilibres économiques. Et ça, c'est là que vous travaillez maintenant. Oui, après vous. Très bien, j'y vais tout de suite. Parlant justement du traitement différentiel d'un certain nombre d'entrepreneurs, d'opérateurs économiques au plan national, au niveau de l'activité économique. Est-ce que vous considérez que le programme de vérification des importations qui avait été décroché par Bénin Control ne crée pas justement une distorsion au niveau des acteurs économiques? Ah non. Distorsion au niveau de la concurrence, de la transparence de la concurrence. Ah non. Une deuxième question qui vient par rapport à l'inflation. Oui. D'abord, non, la première. mais c'est tout sauf ça. Parce qu'on considère que c'est un traitement de faveur octroyé à un opérateur privé, en l'occurrence Bénin Control, et que ce service aurait pu, c'est des observations générales, des critiques qui avaient été formulées contre le programme, ça relève du domaine régalien de la douane et que la douane à elle seule aurait pu gérer justement ce dispositif de contrôle. Cher ami, je pense qu'il faut séparer la question de la pertinence du programme de vérification des importations de la question de qui c'est qui fait ça. Mettons le qui de côté d'abord. Parce que quand on pollue les débats, c'est difficile après de suivre. Sur la pertinence, je voudrais vous signaler que c'est la douane même qui a eu l'initiative de la mise en place de ce programme, qui n'est pas le Bénin qui réinvente l'eau chaude. Je peux vous assurer également que toutes les difficultés qu'il y a eu au départ, lors de la mise en place du premier programme de vérification des importations, la non-association des douaniers, on reprochait par exemple la lourdeur des vérifications et en embarquement et au débarquement qui pourraient être considérées comme en contradiction avec les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce ou l'Organisation mondiale des douanes. Le fait que les déclarations préalables d'importation devaient se faire de façon physique chez la société prestataire, ce qui mettait du temps, créait une lourdeur administrative. Aujourd'hui, le contrôle systématique des conteneurs, les contrôles en embarquement, débarquement, supprimés. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble des griefs qu'il y avait contre l'ancien programme, qui est l'initiative des douaniers, c'est que l'idée est bonne, la pertinence pour notre économie est là. C'est la manière qui avait été critiquée. Justement. Tous ces éléments et toutes les lourdeurs ont été réétudiés avec la douane et mis de côté. Vous savez, on se reverra dans 2 mois, 3 mois, on fera le bilan et vous allez voir. Les gens disent, mais en faisant comme ça, nous allons créer, vous parlez d'inflation, nous allons créer plus de... Oui, parce que le reproche qui est fait au système, c'est de grossir justement les prix in fine pour le consommateur final. Il y a des coûts supplémentaires qui seraient induits. Quand nous avons fait l'audit autour des frais qu'on paye pour la filière véhicules d'occasion, nous avons découvert qu'après le départ de Bénin Control, des sommes qui étaient destinées au contrôle et à des activités, donc du service réel fourni par Bénin Control, alors que ces services ne sont plus fournis, l'État avait continué à prélever chez le contribuable, l'opérateur économique, ces sommes-là, sans fournir le service derrière. Ça a été discuté longuement. Quand nous avons découvert ça, la première réaction était de dire « Ah mais bon, les opérateurs économiques ont l'habitude de payer ces redevances-là, prenons ça pour pouvoir moderniser le port ou faire d'autres choses. » La réaction du gouvernement était de dire « Non,
on ne prélève rien s'il n'y a pas de service derrière et automatiquement, cette redevance a été supprimée. Les acteurs du secteur savent que ça a été fait. Donc, ce n'est pas des paroles, c'est une réalité. Donc, quand vous êtes dans cet état d'esprit qui consiste à dire qu'il est totalement inadmissible de prélever des redevances, des contributions, n'importe quel prélèvement chez un opérateur économique sans qu'il y ait un service derrière, dites-moi comment ces mêmes personnes peuvent mettre en place un dispositif qui va consister à prendre de l'argent sans fournir le service derrière. Ce qui se passe dans le fond et ce qui gêne, c'est que quand vous êtes dans un système libre comme avant, où les valeurs ne sont pas contrôlées, vous avez mis en place de valeurs dites consensuelles et qui faussent d'ailleurs, qui créent de la distorsion au niveau de la concurrence. Vous êtes 3 à faire le même métier, vous avez les mêmes quantités de produits qui arrivent au port, parce que vous et moi, nous nous connaissons, votre dédouanement se fait à 10 et lui se fait à 1000. Après, vous allez sur le marché, comment vous pouvez vous concurrencer? Il y a une inégalité de traitement. Bien sûr, et justement, ça permet de faire, mais la réalité, je vais vous dire, beaucoup d'opérateurs économiques vivent aujourd'hui, pas parce que l'activité, le commerce qu'ils font en soi est rentable, mais ils vivent du système des avantages induits qu'ils prennent et de la douane et des systèmes d'impôts. Quand vous arrivez à avoir une bonne connexion avec les bonnes personnes au niveau de certaines administrations et que vos produits arrivent et que, comme je dis, vous le sortez à 10 et l'autre à 100, rien que sur l'économie des taxes, vous remboursez, vous pouvez le vendre au coût, mais vous économisez des taxes et vous faites des bénéfices. Donc, beaucoup vivaient sur le dos du contribuable, sur le dos de la fiscalité. Alors, quand vous systématisez, vous informatisez, vous dématérialisez, vous mettez en place des systèmes où il n'y a plus de marge de manœuvre, on critique. Les acteurs économiques critiquent parce qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre. Alors, et ça, c'est une réalité. Par contre, pour finir sur le point de l'inflation, je voudrais vous dire que, contrairement à ce qu'on a pu faire par le passé, on a mis en place un comité valeur. L'ensemble des produits de base, on a parlé des viandes congelées, de l'huile, du riz, du sucre, un certain nombre de produits, une dizaine au total, ont été isolés du mécanisme de prix transactionnel. Et c'est un comité valeur qui se réunit pour s'assurer que ces prix, le prix de dédommagement de ces produits, soit contrôlé. Suivez ce qui se fait dans les ports à côté et s'assurer qu'il n'y ait pas inflation de ces prix. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a indûment supprimé la TVA pendant 2 ans sur certains produits sans que le prix des produits n'ait baissé. Mais pour faire du chantage, pour en réalité faire croire que ce système est contre-productif, on se focalise sur de faux débats parce qu'on veut retourner dans un système où on peut négocier directement avec la douane. Et quand vous êtes plus fort, vous êtes capable de donner plus à la douane, vous avez moins d'impôts à payer. Je sens que Christian, voilà, Pierre, nous avons vu les douaniers prendre les devants aujourd'hui, puisque vous allez de mettre de côté la structure qui va, en tout cas, fournir l'opérateur technique pour parler de Bénin Control. Mais aujourd'hui, il y a quand même une psychose qui gagne les Béninois quand on parle de PVI et qui se souviennent des moments très difficiles et très durs en ce moment où le programme avait été mis en œuvre au Bénin. C'est-à-dire qu'en dehors de la douane, les opérateurs économiques également sont mieux outillés et sont désormais associés au programme pour rassurer le consommateur final du fait que ce programme qui est en train d'être mis en œuvre de nouveau ne perturbera pas autant le système économique béninois. C'est ça garantit de la transparence, de l'égalité de traitement pour tous et de l'efficacité. Absolument. Oui. Maintenant, il faut de la pédagogie. Il y aura une période où plusieurs opérateurs économiques vont résister, vont faire du chantage. Parce que l'espoir, c'est que comme par le passé, qu'à un moment donné, nous subissions de pression et que nous arrêtions. Nous allons observer dans quelques mois les résultats, vous allez voir. Mais ce que je peux vous dire de façon claire, c'est que dites-moi pourquoi un système qui permet de pouvoir traiter les opérateurs économiques sur la même base, plus de choix, de possibilités de faire du consensuel, à la tête du client. Du favoritisme. Pourquoi est-ce que vous pensez que ce système n'est pas bon? Vous savez, un des volets du PVI, c'est aussi une meilleure efficacité dans le tracking. L'année passée, quand nous avons pris fonction, une des dettes fortement réclamées, c'était les dettes de déconsignation. Des importateurs, essentiellement de véhicules d'occasion, à destination du Niger. Les voitures sont déclarées à destination du Niger. Vous déposez une caution, vous démontrez que la voiture est vraiment rentrée au Niger, vous revenez, vous remboursez. Les acomptes forfaitaires. Les acomptes. La déconciliation de ces acomptes, il faut les sortir, il faut les sortir. Pareil, nous avons dit, OK,
Nous donnons une petite partie à tout le monde, mais nous allons auditer. Les audits sont sortis. Nous avons plus de 1,3 milliard de bons reconnus comme non valables, juste la semaine passée. 1,3 milliard de bons. La douane pourra vous donner les détails là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes déposaient des cautions pour des voitures, mais en réalité les mettaient à la consommation ou les envoyaient vers le Nigeria puisque c'est une fiscalisation différente. Et derrière, venaient avec des attestations qui indiquaient que ces voitures sont en réalité rentrées au Niger. Des petits coups de tampon qui prouvaient que c'est rentré au Niger et on disait mais redonnez. Pendant qu'il y a des opérateurs économiques qui font ça, vous qui payez votre dédouanement de voiture, vous ne vous sentez pas floué? Avec le système de PVS qui est en place, ce n'est plus possible de faire des choses comme ça. Forcément, la catégorie de personnes qui ont mis en place ce schéma, qui fait de la distorsion de la concurrence, ils ne seront pas contents. Vous avez parfois 5% d'acteurs qui crient, mais on n'écoute pas la majorité silencieuse. Donc la distorsion, au fond, elle est liée, beaucoup plus liée à la question des valeurs consensuelles pour revenir à la question du Absolument. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Il n'y a plus de marge de manœuvre et les schémas qui consistent en fait à dire en réalité c'est de la réexportation vers le Niger, je ne paye rien, donc on me rembourse mes dépôts de caution. Mais ces systèmes, maintenant, les opportunités de les faire se réduisent. Alors, justement, par rapport au PV, en fait, ce qui se préoccupe les Béninois, c'est le problème Bénin Contrôle. Et ça m'amène à vous poser cette question. Est-ce que véritablement le groupe Talon a encore vraiment des intérêts? Parce que c'est ce qui se dit un peu partout. Derrière Bénin Contrôle, on ne voit que Talon, en vérité. Le Béninois souffre, mais c'est Talon et tout son système qui gagne. Et la question qui vient derrière, vous permettez, Monsieur le ministre, c'est de savoir si effectivement, au terme de la mise en œuvre du PVI par Bénin Contrôle, est-ce que ça ne revient pas plus cher à l'État, que ce soit opéré par Bénin Contrôle plutôt que par la douane? En termes d'efficacité économique, est-ce que la douane et donc les recettes publiques gagnent davantage à ce que Bénin Contrôle opère, officie, plutôt que la douane elle-même? Je vais vous poser une question. C'est exactement comme si vous me dites à l'ORTB ou chez Canal, vous me dites, au lieu que le contrôle financier de vos comptes soit fait par une commission compte externe, pour économiser de l'argent, il vaut mieux que vous le fassiez vous-même. Vous voulez dire juge et partie, c'est ça? Il y a des activités sur lesquelles il vaut mieux faire en collaboration avec la douane. Le fait d'amener un acteur indépendant apporte plus de certitude et de transparence. Nous étions dans un système, je vous l'ai dit, dans lequel il y a une pratique où les affinités trop poussées entre des opérateurs économiques et la douane créaient des distorsions. Et donc faisaient perdre beaucoup, c'est ça? Donc, si aujourd'hui, vous me dites moi-même de piloter intégralement ce dispositif, qu'est-ce qui m'empêche de continuer à créer la même distorsion? Donc, ce qu'il y a, c'est une collaboration d'une structure qui apporte un savoir-faire, de la technologie et de l'indépendance. Donc, vous êtes certain que le manque à gagner qui frappait, qui pénalisait l'État par rapport à l'ancien système serait amoindri avec... Ce n'est même pas certain. Je viens de vous donner un exemple. Puisque une des activités, c'est le tracking. Et je vous dis, parce qu'on n'a pas eu un vrai système de tracking, on était à 2 doigts de payer indûment pour 1,3 milliard de déconsignation. Nous sommes tous demandés, les policiers arrêtent assez souvent dans la rue des voitures qui ne sont pas dédouanées, comme on dit, parce que ne pas payer les frais de douane, parce qu'elles sont censées être en réalité au Niger, mais elles sont là. Donc ça, c'est une réalité. Mais donc vous voyez très bien que c'est question d'efficacité et de sécurisation de nos recettes, et rien d'autre. Économique surtout pour l'État. Moins de distorsion dans les règles de concurrence et sécurisation de nos recettes. Combien tout ce qui concernait parce que le président a indiqué, il est revenu là-dessus, il n'est plus dans les affaires, il a libéré ses affaires à ses héritiers, à ses anciens associés et à d'autres opérateurs économiques. Mais depuis votre arrivée, il y avait des antécédents avec le système. Qu'est-ce que vous avez pu payer au groupe Talon? Déjà, pour terminer avec Bénin Contrôle, je voudrais vous rappeler qu'il s'agissait d'une société privée de droit commun qui avait un contrat avec le gouvernement. Il y a eu un certain nombre de litiges. Il y a eu une décision prononcée par la Cour arbitrage donc de la CJA. Tout à fait. Qui a dit, c'est soit on acte la rupture abusive du contrat, il y a une certaine somme à payer, soit on remet la société dans ses droits.
nous avons considéré qu'il n'était pas possible, le gouvernement a considéré qu'il n'était pas possible de faire subir au budget de l'État des pénalités aussi lourdes. Vous connaissez les montants, je ne reviens pas là-dessus. 126 milliards. Le choix a été de dire il est plus opportun, puisqu'en réalité, ce qui est mis en cause, c'était un problème de personnes. Et qu'en temps, cette société a été vendue à d'autres personnes. Puisque l'opportunité économique de l'activité est faite. Vous interrogez les personnes, je vous mets au défi de pouvoir vous donner un exemple concret de pourquoi est-ce que PVI n'est pas bon. Je viens de vous donner des exemples de montrer que pourquoi c'est mieux pour la concurrence, pour les recettes, etc. Il peut pas. On fait de la fiscation. Cette société a été cédée à d'autres personnes et elle continue dans les droits du contrat qui existait. Ce n'est pas un nouveau contrat, c'est un contrat qui existait. Au contraire, il y a eu amélioration des conditions, meilleure intégration des services douaniers. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, et c'est la même chose, c'est formidable. On reproche au chef de l'État le fait d'avoir pu être un homme d'affaires qui a connu beaucoup de réussite par le passé, notamment dans le coton. On reproche au ministre des Finances le fait d'avoir payé des choses. Je vais vous dire, qu'est-ce qu'on a payé au groupe Talon, comme vous dites? Nous avons remboursé les frais de réquisition des usines du groupe, réquisition qui a été faite sur la base de décret présidentiel qui a dit, pour chaque tonne égrenée, voilà ce qu'on doit payer. Qu'est-ce qui a été fait? Nous avons récupéré les informations de quantité égrenée fournies par le précédent gouvernement, retenu le prix unitaire fourni par l'ancien gouvernement et nous avons juste payé ce qui est dû. Aucune réactualisation, aucune remise en cause de ce montant. Je vais vous connaissez. En fait, disons, attendez. La célérité avec laquelle vous avez payé ces usines, par exemple, ces groupes. Je vais vous dire quelque chose. Si ces paiements n'avaient pas été faits, nous n'aurions pas eu plus de 420 000 tonnes. C'est des paiements qui ont été faits au secteur privé à un moment où l'État décide de ne plus subventionner. Je vous rappelle que pendant les 3 ans où l'État a repris la filière en main, c'est 150 milliards de subventions d'État. Alors même que nous avons arrêté, sans avertir les acteurs, que nous ne mettrons plus de subventions à disposition du secteur coton. On a craint le pire. Voilà. Tout le monde disait que ça va être la catastrophe, il n'y aurait pas de coton. Donc qu'est-ce que nous avons fait? On parle du groupe. Nous avons payé l'intégralité des dettes dues aux transporteurs. Les exploitants ont été tous payés. Donc, c'est une décision de dire, aujourd'hui, la filière coton, c'est la filière qui est la plus transversale. Elle touche le secteur primaire, secondaire, tertiaire. On a aussi besoin de ressources pour pouvoir payer les acomptes pour lancer la campagne. Absolument. Donc, la décision a été, de la même manière où je vous ai dit tout à l'heure, les agents de voirie, nous avons décidé de payer la même chose pour tout le monde. Quand nous avons pris le secteur, les dettes sur le coton, nous avons payé tout ce qu'on devait payer pour que la campagne fasse. Et je vous dis, nous avons bien fait d'avoir fait ça. Les gens ont parié sur le fait que nous serions incapables de payer ça et du coup, il n'y aurait pas de production. Et nous l'avons. N'oubliez surtout pas que si nous n'avons pas payé, ce n'est pas que le groupe Talon, parce que c'est injuste de faire la fixation sur un seul opérateur. Regardez l'ensemble des acteurs de la filière, les agriculteurs. Est-ce que les exploitants n'ont pas été payés au titre de la campagne 2015-2016? Intégralement. Vous avez vu, dès que nous sommes arrivés, les communiqués et tout. Alors, quand on fait ces paiements, on se focalise sur des paiements qui correspondent à des montants prédéterminés dans un contexte d'opposition, de crise et de tension politique. Alors, donc, franchement, je veux qu'on trouve d'autres choses et qu'on se concentre sur l'essentiel plutôt que d'à chaque fois vouloir stigmatiser des choses qui n'existent pas. Autre reproche qui vous est fait, Monsieur le Ministre, ce sont ces soupçons de conflit d'intérêts dans l'attribution des marchés de gré à gré, par exemple. Ah mais de quel marché gré à gré? Donnez-moi un exemple. Est-ce que sur le leasing qui s'annonce sur les véhicules à mettre à la disposition du service public ne tombe pas dans ce genre de reproches? C'est formidable. Nous avons lancé... Parce que là, excusez-moi, au lieu d'acheter des véhicules pour le parc automobile de l'État, vous décidez d'en louer. Je vais vous dire, c'est formidable. Deux manières de répondre. La première, c'est de dire, nous avons lancé un processus d'appel d'offres totalement transparent qui est en cours. À l'issue de cette procédure d'appel d'offres, nous allons avoir les informations, comparer combien va nous coûter chaque année la location versus ce qu'on a dépensé. Si les résultats de l'appel d'offres montrent que nous ne faisons pas d'économie, nous retournerons en Conseil des ministres
le Conseil des ministres, en toute responsabilité, probablement va dire « Ok, nous ne faisons pas ça, puis ça coûte plus cher ». Alors, je ne vois pas pourquoi on s'excite. Dès que vous envisagez de mettre en place des dispositifs qui vont permettre de fermer des robinets, il y a de l'agitation. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce qu'on vous reproche aussi, c'est parce que qu'aujourd'hui, ce qui se passe... Non, je vais terminer là-dessus. Il y a eu des chiffres quand même surréalistes liés à l'activité de location de véhicules pour le parc automobile de l'État. En 2014, par exemple, c'est 50 milliards. Mais c'est la somme d'acquisition de véhicules, d'entretien de véhicules de carburant. C'est ce qui coûte l'ensemble. Ce que je vais vous dire, déjà pour rassurer tout le monde, restons calmes. Nous savons, vous savez, les lois d'exécution des budgets sont à l'Assemblée nationale. Les budgets sont publics. Vous pouvez interroger et regarder combien coûte la gestion du parc automobile de l'État. Nous avons lancé un appel d'offres totalement transparent. Pas plus tard qu'hier, nous avons réuni l'ensemble des acteurs du secteur. Nous avons dit, voilà les thèmes de référence, puisque nous avons entendu dire que c'est taillé sur mesure pour des amis, etc. Nous les avons réunis, nous avons dit, on va faire deux choses. On les a enfermés dans la salle au ministère des Finances et nous avons dit, chacun dit ce qui fait défaut dans les thèmes de référence. Vérifiez, ce que je vous dis est réel, juste hier, toute la matinée. Chacun nous dit, qu'est-ce qui lui fait problème. Nous allons vous exposer ce que nous cherchons à faire. Ce que nous cherchons à faire, c'est de mieux gérer le parc de l'automobile de l'État et de faire des économies. D'éviter que, vous imaginez, des voitures qui ont à peine une année, qui sont encore sous garantie et constructeur, au lieu d'aller chez le constructeur pour les faire réparer, on va chez le petit camarade du quartier parce qu'il peut vous sortir une facture de 500 000 que l'État va payer, mais en réalité, il n'y a pas eu de réparation et on prend 500 000 dans la caisse de l'État. Bien sûr, quand vous mettez le leasing et vous prenez des voitures en location, maintenance compris, il n'y a plus d'opportunités. Vous allez être choqué si on vous dit le nombre de petits garages, qui font des factures sur l'entretien du parc automobile de l'État. Donc quand vous supprimez ça, bien sûr, la perspective que cet argent facile disparaisse, ça fait que les gens remettent les choses en cause. Donc sur la transparence du process, je vous mets à l'aise, nous les avons convoqués tous. Chacun fait ses commentaires. Je vais vous donner l'exemple. Il y a des opérateurs qui nous ont dit, tel que c'est fait, il n'y a que les représentants exclusifs des marques qui peuvent participer. Exemple, je suis représentant de Toyota ici. Si je vous offre la location à X francs, si un privé qui est capable d'importer la même voiture et qui a un garage qui est capable de faire la même voiture à X moins 20% par exemple, il n'a pas de chance de gagner l'appel d'offres tel que vous l'avez rédigé. Il y a eu tout un débat. Non, dans un pays, c'est uniquement celui qui a l'accord qui peut faire. Non, c'est ouvert, etc. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit, nous le voulons le plus transparent possible. Nous cherchons à acheter un service, pas une voiture. Quand j'achète un véhicule neuf, j'ai intérêt à m'assurer que je vais chez quelqu'un qui a la garantie constructeur qui pourra me réparer la voiture. Mais quand je suis en service, où je dis, vous me louez une voiture et sous 24 heures, quand je suis en panne, vous me donnez une autre voiture, qu'est-ce que ça m'importe si c'est le concessionnaire original ou c'est... Je veux juste avoir mon service. Donc, nous avons enlevé ces éléments des thèmes de référence et travaillé pour que ça soit le plus ouvert possible. Le déploiement est expérimenté. Le déploiement sera fait de façon transparente et à la fin, le montant que ça coûte sera communiqué à tous et comparé. Et je vous rassure, si ça coûte plus cher, ça ne sera pas fait. Et tout logiquement, ça coûtera moins cher. Alors dites-nous, pourquoi vous êtes allé vers le leasing? Parce que l'État manque de ressources suffisantes pour aller acheter directement des véhicules, c'est cela? Non, le premier intérêt, déjà, c'est de mieux gérer la flotte de l'État. Nous avons à peu près 4000 voitures, mais la moitié est sous briques, sur les briques, dans les garages. Comment est-ce que vous pouvez faire tourner l'administration avec... Soit on considère que l'administration n'a pas en réalité besoin de 4000 voitures, c'est un autre débat. Soit elle a besoin de 4000 voitures, mais la moitié est dans les garages. Et quand vous allez les voir, on a enlevé le moteur de la voiture de l'État, on a mis dans sa propre voiture, etc. Et ça fait partie des choses qui n'existeront plus, puisque c'est le privé qui va suivre la voiture et fait payer la maintenance. Donc, quand vous avez ça, ça veut dire que parfois les services de l'État ont du mal à fonctionner. L'inspection générale des finances a du mal à se déplacer à Djougou pour aller faire une inspection parce qu'il n'y a pas de voiture disponible. Mais quand vous faites le leasing, la voiture qui est dédiée à ce service est là. Elle tombe en panne immédiatement, il y a une voiture de remplacement. Si vous êtes dans la logique d'acheter systématiquement des voitures, quand l'inspection a besoin de 10 voitures pour aller dans le septentrion faire des contrôles, et bon, 3-4 voitures sont en panne, vous allez les acheter encore? Vous allez louer à la journée, ça va coûter très cher. Quand vous êtes, l'État doit fournir des services publics. Tout ce qui est fonction support,
il faut avoir une organisation pour que ces fonctions support soient efficaces. Et donc, c'est cette efficacité qu'on cherche. En deuxième lieu, l'économie. Donc, c'est d'abord l'efficacité pour que les fonctionnaires aient à chaque instant les moyens de faire leur travail. C'est ça le premier intérêt. Le deuxième, c'est les économies parce qu'il y a trop de fraude, de mauvaise gestion de flotte de l'État. Justement, au bout de vos analyses d'efficacité, quelles sont les simulations, qu'ont donné les simulations en termes d'économie à faire réaliser à l'État? Alors, en fait, c'est quoi, on aura dans l'ordre de grandeur 20% d'économie, 50%? Honnêtement, c'est très difficile de le dire parce que nous sommes dans un schéma où, regardez ce qui se passait. Pour une année où on prévoit d'acheter 1000 voitures, les achats sont faits par petits lots. Le ministère de la Santé va acheter 20, le ministère des Finances 10, telle direction 5, chez des opérateurs différents. Ce qui fait que même économiquement, c'est totalement contre-intuitif. C'est le Trésor public qui va payer à la fin. On fait passer un budget où on sait que globalement, on va acheter 1000 voitures, mais on ne centralise pas, on ne négocie pas en gros. L'autre avantage du leasing, c'est qu'on fait la planification et on fait des prix de gros. Donc, intuitivement, ça va être moins cher, mais encore une fois, nous avons fait des simulations, mais je ne veux pas avancer des chiffres ici. Ce que nous garantissons, c'est la totale transparence. Quand ce sera fait, vous savez combien il y a dans le budget et combien ça va coûter avant signature du contrat. Et vous allez voir vous-même et déduire les erreurs. Mais de façon économique, vous comprenez que quand déjà, au lieu d'aller acheter à petits coûts, on n'a jamais acheté des lots de 500 voitures, on a toujours acheté 10, 20, chaque structure achète, chacun fait son appel d'offres. Quand vous passez dans une centralisation, vous êtes déjà dans une économie d'échelle. Après, quand vous dites, OK, pour mieux gérer, pour avoir des véhicules tout le temps disponibles, il vaut mieux donner à des spécialistes qui gèrent, etc. Vous avez plus d'efficacité et vous avez forcément moins de coûts. Mais les résultats arriveront, nous allons voir dans quelques semaines. Si vous permettez, oui. J'ai une question par rapport à l'agissement de la base fiscale. Je crois qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, votre ministère a lancé la nouvelle réforme du système d'immatriculation et d'identifiant fiscal unique. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors, cette réforme. La réforme, en fait, c'est en fait une mise en œuvre de quelque chose qu'on aurait dû faire depuis. Vous ne pouvez pas fournir du service public, d'abord, aux contribuables si vous ne pouvez pas l'identifier de façon certaine. Et derrière, vous ne pouvez pas espérer du contribuable qu'il aussi paye ses taxes et ses impôts si derrière, vous n'avez pas des moyens de contrôle. Je vais vous dire, payer l'impôt et les taxes, ça embête et dérange tout le monde. Donc, si vous n'avez pas un système pour pouvoir identifier chacun, identifier qui fait quoi, vous n'aurez pas de dispositif de contrôle. La présence, simple présence de dispositif de contrôle, le simple fait de savoir que cette transaction que je suis en train de faire, elle a été enregistrée sous le numéro qui m'identifie, qui identifie ma société, permet déjà d'avoir à cœur la nécessité de respecter ses obligations, son devoir de citoyen. Et je rappelle aussi que dans la même veine, nous avons, depuis le début de l'année, mis en place la connexion entre les impôts et la douane. Et c'est aussi ça, tout ça qui fait que les opérateurs crient il n'y a plus d'argent facile qui circule, il n'y a plus d'argent qui circule, etc. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui font du commerce, ils importent des produits. Dispositif de valeur consensuelle fait qu'ils arrivent à payer quelque chose, ou parfois pas. Nous avons eu le cas de conteneurs qui étaient sortis récemment. On a arrêté des camions sans même dédouanement, on a vu. Mais bref, imaginons, ils arrivent à payer quelque chose, ils sortent les marchandises du port. Ils les mettent à la consommation. Mais comme il n'y a pas de communication entre le fichier des impôts et de la douane, les impôts ne savent pas tous ceux qui ont ramené des marchandises, et donc ceux qui sont en situation de pouvoir payer et reverser des impôts à l'État. En identifiant tout le monde, en connectant les deux bases, vous réduisez, vous serrez les mailles du filet, vous réduisez les risques que quelqu'un qui importe, qui vend, ne paye pas l'impôt sur le bénéfice. Il y a les droits de porte, mais il faut payer aussi sur le bénéfice à l'intérieur. Vous traquez tout le monde à travers ces dispositions. Non. En fait, il faut du sérieux. Quand vous voulez transformer votre économie, d'accord, vous mettez du sérieux. Vous créez les conditions pour que les activités économiques saines soient faites. Et ces marges de manœuvre que vous dégagez permettent de pouvoir mieux structurer votre économie, d'offrir large, des filets sociaux, de réduire les gaps, les déficits d'infrastructures et de créer les conditions pour une prospérité générale. Ce n'est pas du trac. Vous savez, quand vous empêchez quelqu'un de voler, ce n'est pas de la traque. Ça sera de l'harcèlement si
vous payez 10% de tel impôt et je le passe à 15 ou 20%. Là, c'est discutable. Mais quand vous devez payer 10% et vous éludez l'impôt, vous ne payez rien. Et on crée des systèmes pour que vous puissiez payer ce qui est dû. Je vais vous dire quelque chose. Si nous arrivons à serrer suffisamment les mailles, la deuxième étape, c'est de réduire les taux. Si on est plus nombreux à payer, plus on est nombreux à payer, plus on va baisser la pression. La pression, oui. Mais aujourd'hui, à pression égale, le travail, c'est d'élargir la base. Et on ne peut pas nous reprocher d'empêcher qu'on fraude. Monsieur le maire, si vous permettez, on va quand même essayer de tâter un peu le pouls, de voir si quand même dans le financier, l'argentier Romuald Awadaye, il subsiste quand même un peu d'âme sociale. Vous êtes obsédé, on le sait, par des chiffres, des soucis d'efficacité, de rentabilité de l'action publique, des réformes économiques. Mais enfin, tout ça, ça se fait pour améliorer la condition de l'homme béninois, de l'homme et de la femme béninoise, notamment des fonctionnaires qui se défoncent également pour l'État. Les agents contractuels de l'État, il y en a dont la situation n'a pas bougé depuis 10 ans. Et vous avez lancé un audit. Beaucoup craignent dans leur rang de se voir même jeter hors des circuits et remercier de cette façon-là, de manière presque ingrate. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer, faire avancer leur dossier ? Déjà, je vais vous dire, en venant ici, je me suis dit, il faut que j'évite de sortir de trop de chiffres. Et jusque-là, j'ai évité de sortir trop de chiffres. Parce qu'en réalité, à chaque fois, je vous ai démontré que ce que nous faisions, c'est pour le bien. Mais pour un bien durable, pas un bien pour une catégorie le plus inclusive possible et créer les conditions pour une prospérité durable pour la population. Quand nous avons décidé d'offrir aux retraités le paiement à l'indice 1,25, donc 25% de plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est pour donner plus de marge de manœuvre aux personnes qui ont servi l'administration pendant toute leur carrière. Quand nous avons décidé que de façon automatique, nous allons payer à l'indice réel, c'est pour donner plus d'argent concret aux salariés. Quand nous avons lancé l'audit des plateaux techniques, signé un contrat avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris pour qu'on puisse revoir, mettre aux normes nos plateaux techniques pour éviter qu'on meure bêtement sur les tables d'opération. Quand nous maintenons l'ensemble des filets sociaux qui existaient, la césarienne, très bonne question sur le microcrédit. Non seulement nous avons maintenu, effectivement, il y a eu une phase d'analyse, puisque je vous ai parlé du programme ARCH tout à l'heure, qui intègre également le microcrédit. Il y a eu plusieurs mois pendant lesquels nous avons étudié la cohérence de ce qui se faisait par rapport à cet ensemble qui est beaucoup plus intégré. Mais depuis cette année, nous avons relancé. Vous n'êtes pas sans savoir maintenant que le seuil de prêt pour le microcrédit pour le plus pauvre, ce n'est plus 30 000, mais c'est 50 000. On n'en parle pas assez. Alors, quand on relève le seuil de 30 à 50 000, nous venons de mettre le mois passé 1 milliard pour les structures décentralisées au titre de l'appui pour la microfinance aux plus pauvres. Le mois prochain, un autre milliard qui va venir. Quand on fait tout ça, vous voyez qu'on ne peut pas, dans un contexte où nous avons gardé tout ce qui se faisait, dans un contexte où nous avons essayé de dégager des marges budgétaires pour donner plus de revenus aux retraités, donner plus de revenus de façon systématique aux salariés, d'honorer les engagements de l'État et de créer un dispositif unique qui est large. On ne peut pas nous dire que vous ne faites pas du social. Alors, le social qu'on ne fait pas, c'est le faux social qui est de dire on saucissonne des marchés, on donne de l'argent par-ci, par-là. C'est le social que nous ne faisons pas, c'est tous les week-ends d'aller faire des meetings où on distribue de l'argent aux gens. Ça, nous ne faisons pas ça. Bien entendu, ce social, effectivement, ça ne le fait pas. Parce que nous croyons qu'il y a une manière différente de rendre service à la population. Revenons aux agents contractuels de l'État qui attendent de voir leur situation salariale s'améliorer de droit. Depuis 10 ans, ça n'a pas avancé. Concrètement, qu'est-ce que vous leur répondez? Vous savez, c'est une situation qui nous touche. Je voudrais aujourd'hui ici rappeler que la décision du gouvernement de faire de l'audit de cette catégorie d'agents de l'État ne vise pas à les remercier. Le premier objectif est de dire, service par service, quelles sont les ressources qui existent? Quelles sont les ressources qui existent? Quel est le besoin que nous avons? Et comment nous faisons pour faire le pont entre l'existant et ce qui devrait exister? Il y a des services aujourd'hui qui manquent, il y a des enseignants qui manquent, il y a des manques dans le personnel de la santé. Mais il y a des services aujourd'hui où nous pensons qu'on peut redéployer des personnes d'un côté vers l'autre. Donc l'audit va nous permettre d'avoir une vraie cartographie de ce qui se passe. Ne cachons pas la vérité, il y aura probablement quelques personnes qui ont été intégrées sur la base de faux diplômes, etc. Oui, mais ça a toujours été des minorités. Ça a toujours existé, pas qu'au Bénin, partout, mais
L'audit va le démontrer. C'est normal mais si qu'il soit l'audit sanctionné, démontre, bien sûr, mais ces minorités vont devoir être remerciées. Mais ce n'est pas l'objectif. Je veux qu'on se dise que l'objectif initial et principal, c'est de s'assurer que nous faisons ce qu'il faut pour que entre l'existant et l'idéal à avoir, nous avons les actions appropriées pour que le service public soit fourni de façon appropriée. Et donc, par rapport à leur avancement. On a appris que certains ont vu leur fiche de paye bonifiée, mais d'autres non. Voilà, en fait, oui, bien sûr. Traitement différentiel. Alors là, non, je vous remercie d'avoir au moins eu l'honnêteté de dire que certains ont reconnu que les fiches de paie ont été bonifiées. Pendant pratiquement 10 ans, les avancements n'ont pas été reconnus, pas payés. J'ai parlé à certains représentants, j'ai moi-même parlé à certains représentants syndicaux et j'ai pris des engagements. Les agents contractuels de l'État, c'est environ 40 000 personnes. Il faut les traiter, les paramétrer un à un dans le système. Au fur et à mesure qu'ils sont traités, ils sont payés. Ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Mais nous l'avons dit et ils le savent. Plusieurs milliers de dossiers sont traités et sont toujours en train d'être traités. Donc, il y a 2 étapes. Il y a le fait que quand vous n'avez pas été payé, par exemple depuis 2008, pour les ACE de 2008, imaginons un enseignant qui a un salaire autour de 80-90 000 dans une catégorie B3 avec un échelon suffisant qui lui permette aujourd'hui, si on lui reconnaît ses avancements, qu'il soit A3. Cette reconnaissance fait qu'au lieu de 80-90 000, il serait dans les 120-130 000. Ce que nous faisons, c'est que nous traitons le dossier, nous lui payons tout de suite ces 120-130 000. Maintenant, les arriérés, nous discutons avec les organisations syndicales pour que progressivement, au fur et à mesure que nous faisons des économies sur les fraudes que nous fermons, nous prenons ces économies pour pouvoir payer les arriérés. Mais déjà, le fait, pendant 10 ans, de ne pas avoir été augmenté et que nous le faisons maintenant, c'est un pas important. Et je suis heureux qu'on reconnaisse que certains ont commencé à déjà être payés là-dessus. Ça, c'est très... Le reste, ils attendent 2021 ou... Non, c'est question de semaines et mois, puisqu'il n'y a pas de manière de le faire avec une baguette magique pour plus de 40 000 personnes. Il faut traiter, chaque dossier se traite individuellement. Oui, vous avez diagnostiqué au début de... On va aller très vite, on est pratiquement à la lisière de l'émission. Vous avez diagnostiqué le bas salaire, le bas niveau du salaire du fonctionnaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réflexion pour pouvoir améliorer quand même le traitement salarial au niveau de la fonction publique? Bien sûr, la réflexion se fait conduite par... La suppression des primes et autres. Non, nous n'avons pas supprimé des primes. Nous avons mis en paiement automatique par les banques les primes. Ce que nous avons supprimé, c'est les systèmes par lesquels, alors que du lundi au vendredi, vous êtes payé pour faire une tâche donnée, vous créez une commission pour avoir des per diem sur la même tâche. C'est tout ce qu'on a dit. Non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et ces commissions qui ne sont plus versées, ces per diem, vont pour le service public. Monsieur le ministre, on a compris, c'est pour rationaliser les dépenses de l'État. Pour l'amélioration du on va aller très vite elle parce se poursuit, c'est pour ça d'ailleurs. Elle se poursuit. Non, mais juste une seconde. Cette réflexion se poursuit. C'est pour ça, encore une fois, que le gouvernement a décidé de payer automatiquement l'indice réel sans qu'on ait une pression. Ce n'est pas à la suite de mouvements de grève que cette décision a été prise par le gouvernement. Monsieur le ministre, c'est votre premier budget que vous êtes en train d'exécuter, le budget général de l'État, gestion en 2017. Très rapidement, dites-nous, est-ce que la tendance actuelle vous permet de réaliser les promesses faites aux Béninois, notamment par rapport au programme d'action du gouvernement? Bien sûr, aujourd'hui, nous avons déjà les chiffres le point disponibles. d'exécution. Voilà, au 31 décembre. Nous revenons des États-Unis où nous avons présenté l'exécution du budget au 31 mars. Les données sont disponibles. Je peux vous assurer que malgré la crise, grâce aux mesures de sécurisation de recettes, nous avons réalisé 103% des objectifs. Ça veut dire que derrière, nous avons les capacités d'exécuter les dépenses qui sont prévues. Donc aujourd'hui, les signaux sont très positifs. Le Nigeria, qui était en récession l'année passée, 1,5% de décroissance l'année passée, aujourd'hui, la situation se stabilise. Le Fonds monétaire international projette 0,8 à 1% de croissance pour le Nigeria. Donc, déjà, dans la crise économique actuelle, nous avons réussi à faire nos objectifs pour le premier trimestre. Comme les perspectives pour les 9 mois qui suivent sont plutôt à la stabilité, voire l'amélioration, nous sommes confiants dans l'exécution du budget. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas de signal d'alarme. Ce qui a été prévu qui va être fait sera fait. 90 minutes de télévision, ça va très vite. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est le message fort par lequel vous avez envie de finir ce plateau? J'ai envie de dire que nous avons quand même de très bonnes nouvelles à annoncer à nos concitoyens. La première, c'est que, comme nous avons vu, la période d'assainissement tire vers sa fin. Donc la période de resserrement des boulons vers sa fin. Deuxième nouvelle,
Les études pour nos projets phares, pour plusieurs d'entre eux, pour plusieurs de ces projets, ces études sont bien avancées. Donc très bientôt, les chantiers vont démarrer. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les perspectives sur le Nigeria, qui influencent encore aujourd'hui notre économie, sont plutôt à la reprise progressive telle qu'annoncée par le Fonds monétaire international. Donc la conjonction donc, de la fin de cette période donc, de rigueur, j'ai dit dans l'émission que dès la semaine prochaine, nous allons lancer les plans de travail et les PTA des ministères pour que la plupart des opérateurs économiques qui fournissent du service à l'administration puissent se remettre au travail. Pour que l'argent se remette à circuler. Pour que l'argent propre qui doit circuler se remette à circuler. Les études pour plusieurs projets quasi finalisés, les travaux commencés et les relations avec le Nigeria qui devraient dans les prochains mois progressivement se normaliser. Donc tout cela nous amène à rassurer les concitoyens. Il était nécessaire pour bâtir une croissance durable de passer par une étape de resserrement, de rigueur dans la gestion des finances publiques. Quand il y a une crise, il faut faire attention à bien gérer le peu qu'on a. Et c'est ce que nous avons fait. Et maintenant, cette phase de mise en place de procédures de contrôle, mise en place de dématérialisation de certains processus clés, est pratiquement terminée. Donc, le meilleur reste à venir. Dans quelques mois, je viendrai ici encore pour vous annoncer cette fois-ci des nouvelles encore plus heureuses qu'aujourd'hui. Voir les premiers coups de pioche des chantiers pharaoniques du programme d'action gouvernementale démarrer bientôt et voir le Bénin entrer par ce fait dans un cycle vertueux de croissance, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter à vous, Monsieur le ministre, l'argentier national Romuald Wardani et le gouvernement auquel vous appartenez pour le bien des citoyens afin qu'ils reçoivent également les retombées des fruits de la croissance. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Christian Atandéjian de Canal 3. Merci à vous, Yona Fangbedi du quotidien La Nation. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'être passé. On espère vous retrouver bientôt, comme vous l'avez indiqué, pour tâter le pouls de l'économie béninoise et en voir la conjoncture de manière périodique.